Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Pape Diop. Président, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir de nouveau bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes ancien président du Sénat et ancien maire de Dakar. Actuellement, vous êtes le président de la Convergence libérale et démocratique Bokk Gis Gis. Vous faites partie des principaux leaders politiques qui font souvent des tournées à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on parle du monde rural. Vous, d'après vos tournées, d'après ce que vous voyez sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation qui prévaut actuellement dans le monde rural? Je vous remercie. Je pense que nous sommes en train de vivre une situation dans le monde rural extrêmement difficile. Si l'on tient compte de la dernière campagne agricole qui a été calamiteuse, jusqu'à présent, nous constatons des baux impayés parce que les différents opérateurs n'ont pas été réglés à temps. Et jusqu'à ce jour, l'État, en tout cas les huiliers et l'État, dans le cadre des semences, l'État donc et les huiliers doivent beaucoup d'argent à ces mêmes opérateurs. Ce qui s'est passé pour la distribution des semences est aussi grave parce que c'est à partir des points de collecte cette année, quelque chose que le Sénégal n'a jamais connu. Donc c'est à partir des points de collecte que les semences ont été distribuées. D'ailleurs, la plupart des semences, toutes les semences d'ailleurs, distribuées cette année ont été distribuées dans un état d'arachide de coque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune présélection n'a été faite pour pouvoir sélectionner les meilleures graines destinées aux semences. Cela peut-être va avoir des conséquences graves sur les prochaines récoltes si on combine tout ça au retard que nous avons connu dans les pluies. Je pense que la situation du monde rural est préoccupante. Oui, elle est préoccupante, vous le dites, mais pourtant de l'autre côté, le discours est tout autre. Le gouvernement déclare avoir distribué des semences certifiées aux paysans et que le gouvernement même dément l'existence donc de bons sur le terrain. Vous répondez quoi? Mais c'est archi faux. D'ailleurs, il y a une semaine de cela, une réunion s'est tenue à Dakar, en tout cas 10 jours, avec les opérateurs et des promesses fermes de règlement avaient été faites. Mais jusqu'à ce jour, je peux vous indiquer des opérateurs qui n'ont pas encore été réglés. Donc à ce sujet-là, ça ne me surprend pas de ce nouveau régime, parce que nous avons entendu tout dernièrement le ministre de l'Agriculture dire que la campagne a été un succès, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé cette année dans le monde rural. Donc si cela vient de ces gens-là, ça ne me surprend pas, et ça ne surprend guère les paysans qui sont concernés et les opérateurs qui sont en train de me regarder en ce moment et qui pourront apporter leur démenti. Oui, on a l'impression que l'appréciation dépend de la personne qui observe. Quand on est dans le gouvernement, on dit que c'est un succès. Quand on est dans l'opposition, on crie haro sur la campagne électorale. C'est ça le problème? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que nous, hommes politiques, nous devons apprendre à être honnêtes, à dire la vérité à nos concitoyens, quelles que soient par ailleurs les difficultés que nous traversons pendant l'exécution des tâches qui nous sont confiées. Donc, moi, je crois que je me mets dans cette lignée-là, mais je ne suis pas de ces hommes politiques qui racontent n'importe quoi pour se tirer d'affaire. Donc, je crois que le Sénégalais est aujourd'hui assez mature. Nous devons, nous, apprendre à être au même niveau d'information et de compréhension de ces mêmes Sénégalais pour apprendre à leur dire exactement la vérité, quelles que soient les difficultés par ailleurs que nous rencontrons dans l'exercice de ces fonctions-là. La situation est difficile, mais le gouvernement semble le reconnaître. Le gouvernement qui a pris les devants en débloquant 5 milliards pour l'achat de vivres de soudure. La solution passe-t-elle par là? Mais vous voyez, mais c'est tellement dérisoire,
5 milliards pour les vivres de soudure, je ne sais même pas aller faire un tour dans le monde rural. C'est quelquefois quelques kilos pour une famille entière. Qu'est-ce que cela peut faire? Mais le geste est important, non? Pas du tout. Mais l'État a les ressources de tous les Sénégalais. L'État doit venir en aide à toute population se trouvant dans des difficultés. Il se trouve que cette frange de la population est une frange importante pour le développement de notre pays, pour l'économie de notre pays. Donc, cette frange doit être accompagnée à chaque étape de sa vie. Si nous voulons que notre pays se développe. Donc, je pense que 5 milliards, ce n'est rien du tout. Vous auriez mis combien sur la table? À l'ampleur des dégâts que nous sommes en train de constater dans le monde. Vous auriez mis combien sur la table? Ce qu'il faut, peut-être évaluer d'abord l'ampleur des dégâts. Ensuite, mettre sur la table ce qu'il faut et essayer aussi de distribuer correctement les aides de l'État envers les populations. Parce que souvent, ce que nous constatons, par exemple pour la distribution de l'aliment de bétail, qu'est-ce que nous constatons? L'État dit, par exemple, que dans tel coin, l'État octroie 30 tonnes d'aliments de bétail et donne 30 tonnes d'aliments de bétail à vendre. Mais 30 tonnes à donner et 30 tonnes à vendre. Mais pourquoi l'État ne ferait-il pas un prix subventionné pour l'aliment de bétail? Comme ça, aucune fraude ne peut être constatée dans le déroulement de la distribution. Donc, mais à ce que nous constatons, je pense que il y a des correctifs qui doivent être apportés pour que les ayants droit soient en mesure de capter ce que l'État a envoyé vers le monde rural. Justement, l'année dernière, l'État a acheté 200 francs le kilogramme aux producteurs. C'était une première au Sénégal. Donc la volonté politique, elle est là, non? Oui, mais parce que aussi l'État a acheté 200 kilos à 200 francs le kilogramme. Mais allez dans le salon. La plupart des graines n'ont pas été vendues. Il y a beaucoup de réserves dans les maisons. Et je ne sais même pas comment tous les paysans ont pu faire avec les stocks qu'ils avaient avant l'hivernage. Donc, c'est dire que vraiment ça, ce n'est rien du tout. Faire des déclarations pour ensuite ne pas être en mesure de tout acheter, là également c'est un problème. Donc, il faut que l'État apprenne à mettre sur la table les possibilités qui peuvent donner aux paysans le fruit de son travail. Le fruit de son travail, c'est-à-dire mettre un prix convenable, mais être en mesure d'acheter toute la production et de payer à temps. Ok. C'est connu, président Pape Diop, tous les gouvernements qui se sont succédés ici au Sénégal ont fait de l'agriculture leur priorité. Malgré tout, le problème reste entier. C'est quoi le problème de fond? Moi, je crois que c'est dans l'approche que nous avons un peu péché. Le Sénégal se trouve dans une zone qui est mal arrosée annuellement. Nous ne recevons que 3 mois de pluie. Et encore que les pluies sont souvent espacées. Donc, le colonisateur nous avait imposé un certain nombre de spéculations, telles que l'arachide et autres. Mais aujourd'hui, nous devons réfléchir pour aller au-delà. Réfléchir comment? Nous devons essayer de mettre en valeur les ressources en eau que nous disposons. Les ressources d'abord au niveau des fleuves qui traversent le Sénégal. Une certaine partie du Sénégal est bien arrosée par un certain nombre de fleuves. Nous savons les régions qui sont bien arrosées. Mais au-delà de ça, le Sénégal dispose de beaucoup d'eau dans son sous-sol. Et cela est prouvé. Nous sommes dans une zone en Afrique qui fait partie des zones qui ont le plus d'eau dans leur sous-sol. Il y a d'autres zones. Également, il y a une zone en Afrique vers le Cameroun. Et ensuite, ce sont les 2 zones qui ont le plus d'eau dans leur sous-sol. Mais je crois que nous devons tout faire pour que cette eau-là soit mise à la disposition de notre agriculture et d'aller vers une agriculture irriguée. Cela se fait partout.
Nous avons vu le cas de l'Israël, qui était un désert avant. Un désert, et aujourd'hui, Israël est un exemple en matière d'agriculture. C'est un exemple. Je ne dis pas que nous avons les ressources en ce moment, mais il faut avoir la volonté politique et mettre les ressources que nous avons dans ce secteur-là, mais en allant vers l'agriculture irriguée. Je pense que c'est ça le salut du Sénégal. Sinon, on va beaucoup spéculer sur la qualité des semences, ensuite sur les quantités, les engrais qui ne sont pas distribués à temps, mais nous n'arriverons jamais à régler cette question tant que nous n'allons pas vers cette direction que je viens d'indiquer. Cette question sur le monde rural en appelle une autre. Nous allons maintenant parler de la situation socio-économique du Sénégal. À votre avis, comment se porte le Sénégal du social, quoi? Vous savez, un pays, d'abord, ce sont les différents secteurs. Le tout est lié. Qui indiquent donc la situation de ce pays-là. Ici au Sénégal, nous venons de parler de l'agriculture qui va mal. L'éducation va mal, le secteur industriel va mal. Demandez aux industriels et aux hommes d'affaires sénégalais, demandez aux banques. Aujourd'hui, les dépôts se font rares dans les banques. Vous demandez au secteur, aux notaires et autres, ils vous diront que les affaires traitées sont extrêmement rares aujourd'hui. Et pourquoi la situation est si morose, si tant est qu'elle soit morose? Je ne sais pas. Il y a aussi l'investissement privé. Depuis 2012, il n'y a pas d'investissement privé au Sénégal. Et les hommes d'affaires sénégalais hésitent encore à mettre leur argent dans les différents secteurs. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la situation globale qui n'est pas bonne en ce moment. Le climat des affaires n'est pas bon et n'est pas bon. Et aujourd'hui, tout le monde hésite. La situation économique stagne. La production de tous les secteurs est mal partie. Donc, je crois que nous gagnerions à calmer le jeu un peu, réorienter peut-être un certain nombre de décisions pour que la confiance revienne, pour que les hommes d'affaires... Elle est perdue, la confiance? Il n'y a plus de confiance. Tant que si les investisseurs ne viennent plus, c'est parce qu'il n'y a plus de confiance pour le Sénégal. Et pourtant, le président Macky Sall a hérité d'un pays qui avait une excellente signature et les hommes d'affaires étrangers étaient à foison ici au Sénégal, faisant des explorations dans tous les secteurs. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui bloque aujourd'hui la situation du Sénégal. Maintenant, que faites-vous du plan Sénégal émergent, dont l'ambition à court terme est d'en arriver à un taux de croissance de 7% à l'horizon 2017? On verra, c'est devant nous. C'est jouable, non? On verra, c'est devant nous. On aurait souhaité que cela se fasse, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si le Sénégal se trouve dans des difficultés, c'est tout le monde qui ressent ces difficultés-là. Et donc, en ce sens-là, nous aurions, nous, souhaité que les choses aillent mieux. Mais comme c'est un plan qui vient d'être mis en œuvre, nous attendons pour nous prononcer sur donc, les résultats produits par ce plan. Nous prenons par exemple le panier de la ménagère, pour parler de manière triviale. Malgré les efforts du gouvernement, vous dites que la situation reste dure. Que faire? Ah oui, mais que faire? Je pense que le panier du ménagère, de la ménagère du moins, c'est encore discutable. Il faut retourner vers l'agriculture. Par exemple, le riz. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'être autosuffisant en riz et d'être exportateur. C'est ça l'objectif du gouvernement? Oui, l'objectif, mais à quel terme? Il faut se donner un délai. Donc, je pense qu'à court terme, on aurait pu faire une politique qui nous conduirait peut-être au plus tard, dans 5 ans, d'être exportateur de riz. Et en plus de cela, nous pouvons aujourd'hui être autosuffisants dans beaucoup de domaines. C'est cela qui va peut-être influer
le panier de la ménagère demain. Mais tant que nous continuons à importer certains produits alimentaires, c'est une aberrance. Un pays qui dépense beaucoup de milliards, hein, je ne sais pas, peut-être 500 milliards pour importer des produits alimentaires chaque année. Mais ça c'est une situation intenable. Donc, il faut réorienter les différentes politiques dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. Et l'État doit se mettre également à côté des industriels, des hommes d'affaires pour développer le secteur privé national. Avoir un secteur privé national fort, capable de pouvoir rivaliser avec les secteurs privés des autres pays. Donc ça nous aurait conduit à avoir peut-être à pouvoir baisser, et, justement à avoir une situation beaucoup plus favorable pour les ménagères, pour les Sénégalais en général, et de pouvoir vivre un peu mieux que maintenant. Donc moi je crois que c'est ça qu'il faut. Et donc il faut que le président Macky Sall, dans son plan Sénégal émergent, soit en mesure... On a l'impression que vous n'y croyez pas trop là. Pas du tout. Je n'y crois pas du tout. J'attends de voir. Et que faites-vous de l'argument de la lourdeur de l'héritage invoqué par Macky Sall et compagnie? Vous savez, ça c'est uniquement de bonne guerre, parce que le président Macky Sall a pris le pouvoir au mois d'avril. Et aussitôt après, il a commencé la distribution des semences. Il a donné au monde rural, je crois que cette année, 30 et quelques milliards, 32 milliards. Et il a payé les salaires le plus normalement du monde. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils avaient dit auparavant était... Les caisses de l'État étaient vides. Les caisses n'étaient pas... C'est pour dire que les caisses n'étaient pas vides. Donc, mais un pays, une comptabilité publique, ce n'est pas de l'argent dans des caisses. C'est pas de l'argent dans des caisses. C'est des écritures. C'est des écritures. Et là, le président Macky Sall sait bien que lorsque le président Wade quittait le pouvoir, le Sénégal n'avait pas les caisses vides comme il l'a annoncé à l'époque. Donc, je crois que ça, c'était un prétexte avancé au cas où des difficultés surviendraient à lui, donc pour préparer l'opinion, mais ce n'est pas du tout exact ce qu'il avait dit à l'époque. Voilà. Nous allons parler de la crise qui secoue l'enseignement supérieur. Nos universités sont en crise qui a abouti à un événement tragique, c'est-à-dire la mort de l'étudiant Bassirou Faye, Bassirou, inhumé dimanche dernier à Touba. Vous, la problématique de l'enseignement au Sénégal, comment l'appréhendez-vous? Vous savez, la crise universitaire était prévisible et en même temps perceptible. Vous l'avez vu venir? Oui, si l'on tient compte des difficultés que l'éducation, qui est dans sa globalité, qui est mal gérée dans sa globalité. Par exemple, vous prenez le cas de l'université. Entre 2011, où l'université avait un effectif de moins de 25 000 étudiants, et que maintenant, en 2014, nous comptons près de 80 000 étudiants. Dans le même temps, nous avons, je crois, 1300 et quelques enseignants et chercheurs pour 80 000 étudiants. Vous faites le ratio, vous verrez que nous avons un professeur pour 52 étudiants. Alors que les recommandations de l'UNESCO sont de un professeur pour 27 étudiants. Au point de vue infrastructure, vous avez 200 et quelques classes et amphis et les places correspondantes. Donc dans ces conditions, il y a déjà des difficultés. Ajoutez à cela les problèmes pédagogiques.
les revendications, différentes revendications des enseignants, les bourses qui sont pourtant, dont les ressources sont inscrites dans le budget. Je ne sais pas comment un gouvernement qui gère un budget qui a été voté par l'Assemblée ne peut pas être en mesure de payer correctement les bourses, c'est-à-dire au mois le mois, comme les salaires du reste. Parce que les salaires des travailleurs aussi sont dans le même lot que les ressources des bourses. Dans ces conditions-là... de procédure. Oui, mais comment on peut... C'est un argument valable, non? Pas du tout, pas du tout. Ben, l'université de Dakar existe depuis combien de temps? Je dis que le régime en place est là depuis bientôt 3 ans et n'est pas en mesure d'apporter des correctifs sur les erreurs qui avaient été commises par le régime d'Abdoulaye Wade. Non, il y a là un problème. Il y a là un problème. D'autant plus que du temps de Wade, Wade avait donné une bourse à tous les étudiants, bourse en tout cas ou aide. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ce qui nous vaut tout ce problème-là, non? Donc, ces difficultés-là, liées aux bourses, un étudiant qui est inscrit dans une université virtuelle, qui doit payer à la fin du mois des frais de connexion, qui doit avoir un ordinateur, qui doit avoir tout cet arsenal-là pour pouvoir suivre les cours correctement et qui ne reçoit pas sa bourse pendant 8 mois, comment cet étudiant peut-il être opérationnel? Je me pose la question. Il y a également les autres problèmes liés au campus. Les problèmes de restauration qui posent problème. Donc, il y avait un cocktail explosif et tout le monde sentait venir ce problème-là. Donc, et jusqu'à présent, on n'attend pas d'avoir un problème pour essayer de trouver une solution. Donc, je crois que l'État, le gouvernement doit tout faire pour que ces étudiants-là rentrent dans leurs droits à chaque fois qu'ils sont à la fin du mois. Donc, que ces bourses soient payées régulièrement à la fin du mois. Oui, justement, donc, moi, je crois qu'il y a tous ces problèmes-là qui font qu'il y a des problèmes au niveau de l'université. Mais il faut, je crois que pour régler le problème de l'université, il faut régler le problème de l'éducation en général. C'est en amont qu'il faut essayer de trouver des solutions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal doit aller vers des lycées et des collèges d'enseignement technique également. Dans les mêmes collèges que les collèges existants et les lycées existants. Parce que nous avons besoin du plus petit ouvrier jusqu'au technicien supérieur, que ces gens-là soient formés pour notre économie. Mais au Sénégal, vous voyez, par exemple, les élèves qui arrivent en CM2, qui ont le certificat, qui n'ont pas l'entrée en 6e, dont les parents n'ont pas les moyens de payer pour les écoles privées. Mais que faisons-nous de ces élèves-là? Ensuite, vous avez toute cette catégorie qui va de la 6e à la 3e. Et ceux qui arrivent, ceux qui n'arrivent même pas à la 3e, et qui n'ont pas de métier. Comment fait-on, comment fera-t-on, faisons-nous de ces élèves-là? Ceux-là doivent être formés. Je crois que ceux qui ont le brevet aussi jusqu'au bac, nous devons former les élèves dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je crois que si vous allez dans certains pays, en Allemagne par exemple, ou au Canada, à tous les niveaux, il y a des écoles de formation, de telle sorte qu'on n'a pas besoin de tous ces élèves-là à l'université. Donc, on a besoin de former des élèves dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, dans tous les métiers. Donc, nous devons aujourd'hui avoir des collèges. Si on ne peut pas mettre dans les mêmes collèges des filières techniques et de formation, mais que l'on crée des écoles de formation dans chaque département du Sénégal. Il faut miser sur l'enseignement professionnel. Oui, dans chaque département que l'on crée un lycée professionnel. Et puis voilà, maintenant, un lycée professionnel qui forme des techniciens moyens, supérieurs, et maintenant l'élite qui va faire l'enseignement supérieur. Donc c'est comme ça que l'on arrivera demain à former un agriculteur sénégalais qui sera en mesure de prendre en charge son métier correctement. Oui. Mais vous voyez, ceux qui sont dans le monde rural,
et qui ont fréquenté l'école jusqu'à un certain niveau, ils n'ont aucune formation technique et qui leur permet, en tout cas, de pouvoir être au-dessus du niveau que leurs parents avaient pour faire l'agriculture. Oui. Donc, je crois que l'école doit être repensée en ce moment et nous avons besoin de toutes les connaissances, de toutes les, comment dirais-je, de tous les Sénégalais, en tout cas pour réfléchir autour de la question et trouver des solutions. Oui, aujourd'hui, à côté des questions d'ordre professionnel ou pédagogique, il y a la récurrence de la question des bourses. Mais quelle est la part de responsabilité justement de votre régime? Abdoulaye Wade qui a octroyé une bourse ou des aides à pratiquement tous les étudiants sans que le budget soit dans les dispositions de pouvoir tenir. Je crois que Abdoulaye Wade avait vu juste. Ah oui, vous pensez? Avait vu juste. Parce que l'Afrique, je ne dis pas le Sénégal, mais l'Afrique doit jeter tout son dévolu sur sa jeunesse, sur la formation de sa jeunesse. Parce que nous pensons que l'Afrique doit être demain le dernier foyer de développement. Mais pour ce faire, je pense que nous devons être au même niveau que tout le monde. Et investir dans l'éducation est un bon investissement. C'est pourquoi Abdoulaye Wade avait vu juste. Malheureusement, ceux qui n'ont pas cette vision-là vont vous dire que les 40% de Abdoulaye Wade ne servent à rien du tout, alors que Abdoulaye Wade avait prévu cela pour demain. Mais on est dans un pays à moyens limités. Est-ce qu'on peut se permettre d'octroyer une bourse à tous les étudiants? Oui, mais à moyens limités. Mais vous savez que le monde aujourd'hui est un monde de connaissances. Si vous êtes en retard sur les connaissances, vous serez en retard sur le développement. Donc, pour rattraper le retard que nous avons en matière de développement, nous devons investir sur les connaissances. Et aujourd'hui, malheureusement, Abdoulaye Wade a été le projet de Abdoulaye Wade a été freiné net par le président Macky Sall, qui n'a pas la même vision que Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade avait prévu un Africain au même niveau que tout le monde demain, un Sénégalais au même niveau que tout le monde demain. Donc c'est pourquoi il avait vu juste. Voilà, ok. Abdoulaye Wade, justement, c'est le chantre du libéralisme au Sénégal. Vous avez eu à travailler avec lui pendant de longues années. Aujourd'hui, vous êtes président de parti. Alors, nous sommes dans un contexte où il est beaucoup plus question aujourd'hui de retrouvailles de la famille libérale. Pape Diop est-il partant pour ces retrouvailles-là et dans quel cadre? Vous savez, en politique, on ne dit jamais non. On ne dit jamais non. Pour l'instant, il n'y a pas encore de démarche tendant à des retrouvailles, mais je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses. Oui. Parce que si vous regardez la situation politique du Sénégal actuellement, les libéraux représentent au moins 70%. 70%. Vous faites le calcul et puis vous verrez que donc nous avons intérêt à nous retrouver pour encore ce que disait le président Wade, garder le pouvoir pendant 50 ans. Malheureusement, nous avons fait des erreurs de parcours. Chacun a ses responsabilités, est responsable de ce qui est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est la dislocation de la famille libérale. En commençant par Idrissa Seck en 2004, Macky Sall et tous les autres. Donc, c'est ça qui a amené cette situation-là. Mais nous serions là encore pour 50 ans, ce qu'il avait prévu. Donc, pour vous dire que c'est un homme de vision, malheureusement, ces erreurs sont inhérentes à toute vie. Mais ce qui est important, c'est de se remettre en question et de voir comment on peut arriver à reprendre le cours du chemin et puis aller de l'avant ensemble. Maintenant, les voies et moyens ne sont pas encore là, chacun est dans son coin, hein, chacun pense que nous devons être ensemble, mais comment? Comment? C'est le comment qui se pose. Qui se pose et qui n'est pas facile également. Parce qu'en ce moment, chacun est dans une entité. Et pour regrouper toutes ces entités-là et avoir une certaine cohérence dans la formulation des positionnements, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, je crois que la volonté est là, mais les moyens manquent. Oui, Idrissa Seck, par exemple, dit d'accord au retrouvailles de la famille libérale, mais sans Abdoulaye Wade.
C'est la condition qu'il pose. C'est son avis. Moi, je n'ai pas de cet avis-là, parce qu'Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise, est encore là. Il est le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Donc, on ne peut pas l'extirper de ce parti-là et dire que je veux me retrouver avec le PDS sans Abdoulaye Wade. Attendons, mais Abdoulaye Wade, vous savez, n'a plus de rôle politique à jouer au Sénégal. Mais quand même, il faut lui concéder donc, sa position d'avoir introduit le libéralisme au Sénégal et en Afrique. Donc, ne serait-ce que pour cela, nous devions encore bénéficier de son expérience pour voir comment est-ce que demain on peut essayer de nous regrouper et d'aller de l'avant. Donc, il n'espère plus jouer un rôle. Donc, c'est facile de composer avec lui. Malheureusement, moi, je ne suis pas d'accord avec mon frère Idrissa Seck sur ce point de vue-là, parce que lui, peut-être, bon, pense autrement, mais je crois qu'il aurait dû être notre patriarche qui serait là, le garant de l'unité de la famille libérale. Donc, ne serait-ce que pour ce rôle-là, nous devrions avoir besoin de lui pour aller de l'avant. Idrissa Seck, justement, travaille à la mise sur pied de CEA 2017. Il est en train de consulter à tout bout de champ. Vous, est-ce que vous êtes partant pour CEA 2017? Non, pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis d'aucune chapelle. Je suis dans mon parti. Et en ce moment, je m'occupe à l'implanter dans le Sénégal. Donc, c'est ça qui nous préoccupe. Est-ce qu'il vous a saisi officiellement? Oui, il m'a saisi officiellement. Oui, mais pour l'instant, moi, je pense que je suis pour un rassemblement beaucoup plus large. Donc, c'est pourquoi je ne suis ni encore pour l'instant, ni avec lui, ni avec le président Wade, mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec le Parti démocratique sénégalais, le PDS, que d'autres formations politiques. Et c'est tout à fait naturel. Donc, moi, je serais pour un regroupement qui inclurait le PDS, l'UCS de Baldé et tout le monde dans un grand rassemblement pour aller à la reconquête du pouvoir. Mais des mouvements émiettés par-ci, par-là, moi, je pense que ça ne nous avantage pas et ce n'est pas une bonne chose pour notre démocratie également. Votre retour au PDS est-il envisageable? Je ne crois pas. Ah oui. Je ne crois pas. Vous avez atteint le point de non-retour? Non, pas le point de non-retour, mais s'il y a, par exemple, une retrouvaille, je pourrais me prononcer, mais un retour au PDS, non. Parce que en ce moment, je suis dans un parti qui s'est implanté un peu partout au Sénégal. Nous avons, avec ces dernières élections locales, malgré notre jeune âge, nous avons pu avoir 21 mairies, plus les voix les Sénégalais qui nous ont accordé leur suffrage, d'un nombre de 200 000 voix. Donc cela est important pour nous, alors que nous nous étions présentés que sur 247 collectivités locales. Maintenant, il nous reste toute la différence là, parce que nous avons 602 collectivités. Nous devons nous implanter dans toutes ces collectivités. Nous sommes d'ailleurs dans toutes ces collectivités locales. Mais dans certaines, nous avions estimé qu'on n'avait pas cette force pour nous présenter. Dans d'autres, nous étions dans des alliances. Les alliances, c'est aller avec des partis où nous ne sommes pas tête de liste, nous ne sommes pas majoritaires. Et d'ailleurs, nous n'avons pas tenu compte de ces voix-là qui ont été dans les alliances. Nous n'avons tenu compte que sur les listes de Bokk Gis Gis et les coalitions, parce que les coalitions que nous avons faites, nous étions largement majoritaires, hein, et nous étions tête de liste, donc c'était en quelque sorte des coalitions qui ne disaient pas leur nom, parce que c'était entièrement Bokk Gis Gis. Okay. Donc nous avons un parti aujourd'hui. Si nous devions retourner au PDS, quelle serait la position de tous ces militants et responsables dans le PDS? Mais il faut négocier. C'est difficile, c'est difficile. Donc tout ça, on attend de voir. Moi, je crois que il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Un moment viendra, on sera obligé de nous retrouver.
Et Wade vous a fait, on peut dire même un appel du pied. À son retour, il vous a appelé pour vous demander de mobiliser pour l'accueillir. Mais en dehors de ça, mais tu sais, Wade est notre patron. Moi, je le rencontre presque... Reste votre patron? Régulièrement, moi, il reste mon patron. Politique, en tout cas. Il est du PDS, je suis de Bok Gizgis, mais c'est lui mon patron. Donc, je le rencontre régulièrement. Je l'ai vu quand il y a quelques... Vendredi passé ou... Non, lundi. Le patron, c'est quelqu'un qui donne des directives. Continue-t-il de vous donner des directives? Non, on discute sur la situation du pays, sur les nécessités de l'heure. Vous venez de le dire. Comment peut-on faire pour, en tout cas, avoir une large convergence sur les différents points. Et donc, évidemment, entre autres, il y a les retrouvailles. On en discute. Et on discute d'autres choses également qui concernent le Sénégal. Ok, nous allons progresser un peu pour dire rapidement un mot sur la traque des biens mal acquis. Le procès dit de Karim Wade et de ses co-inculpés a démarré le 31 juillet dernier. Vous étiez déjà d'abord présent déjà à l'ouverture parce que vous êtes parmi les 77 témoins qui doivent comparaître. Quel regard jetez-vous un peu sur la traque des biens mal acquis et le procès Karim Wade? Vous savez, sur cette question, j'avais dit que je n'en parlerai plus parce que j'en ai tellement, ma position est connue. J'en ai parlé à plusieurs reprises. L'année dernière, à pareille époque, là, vous m'aviez posé la même question et d'autres confrères aussi à vous, tout au long des... Sauf que la question a évolué entre temps. Différentes rencontres m'ont posé les mêmes questions. La question n'a pas évolué, le procès a démarré. Pour l'instant, on en est là, on en est au nullité. De toutes les façons, le procès n'a pas encore démarré sur le fond. Tout le monde, en tout cas, d'ailleurs, attend que le procès démarre. Mais les Sénégalais retiennent que les accusations ne sont pas souvent fondées. Parce que quand vous accusez quelqu'un au départ de 700 et quelques milliards et subitement vous tombez à 100 et quelques milliards sans explication, cela ne donne pas de cohérence pour... Ça pose problème à votre niveau. Pour beaucoup de Sénégalais. C'est pas moi seul, c'est pour beaucoup de Sénégalais. Donc, les gens sont pressés de voir démarrer le procès sur le fond, pour voir exactement de quoi cela va retourner. Moi aussi, hein, comme tous les Sénégalais, parce que je crois que quand, par exemple, on me dit que dans les biens qui sont attribués à Karim Wade, il y a la maison du président Wade de Point E et tout un tas de personnes à qui on dit que c'est des prête-noms, sans preuve. On attend vraiment, on est pressé de voir se dérouler le procès pour savoir exactement de quoi il s'agit. Donc je suis à ce niveau-là comme tous les Sénégalais. Okay. Et Pape Diop sera-t-il un témoin à charge ou à décharge pour Karim Wade? Je crois que moi, la question qu'on m'a posée, c'est que les promoteurs de Canal Info auraient dit que c'est moi qui avais remis 50 millions. Donc, mais ils devraient rajouter que c'est le président Wade qui voulait les aider. Aider qui? Aider, comment il s'appelle, Cheikh Tidiane Ndiaye, que je connaissais bien, et Vieux Aïdara, qui sont les deux promoteurs. Donc, quand le président Wade m'a demandé, j'étais trésorier du PDS, de leur remettre 50 millions, c'est à eux deux que j'ai remis 50 millions. Donc, voilà. Puiser des caisses du PDS. Oui, des caisses du PDS. Oui, donc voilà le problème. Et non des caisses de l'État? Non, des caisses, moi, je n'ai jamais géré une caisse de l'État. Vous avez été président de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ah oui, mais président de l'Assemblée nationale, non, vous ne savez pas comment ça marche, c'est pourquoi vous dites ça. Et je pense qu'on ne peut pas, dans les caisses de l'Assemblée, tirer 50 millions comme ça. Parce que le budget de l'Assemblée est divisé par 12. Les charges de fonctionnement annuelles, il y a des fonds qui sont destinés au fonctionnement, au salaire, ainsi de suite. Donc vous ne pouvez, dans aucune rubrique, tirer 50 millions pour aller donner à quelqu'un. Donc vraiment, ça, c'est pas possible. C'était dans les caisses du PDS. Le PDS était aussi liquide. Mais un parti politique, mais de l'argent. Le PDS n'était pas liquide, mais souvent, au fur et à mesure qu'il y avait des problèmes, mais on restait des moments sans rien du tout, sans un franc. Souvent, le président, c'est pas ces deux personnes-là que le président aidait. Souvent, le président m'envoyait des marabouts, et quelquefois, j'ai eu quand même quelques différends avec des marabouts qui venaient me voir à des moments où il n'y avait rien dans les caisses. Et les gens n'ont jamais compris. Ils disaient que oui, le président m'a donné 5 millions par exemple, mais c'est pas Diop qui refuse de me les donner. Alors que donc, c'était pas facile, hein. Gérer les fonds d'un parti, je pense que je ne le ferai plus dans ma vie. Donc, à votre place, au contraire, c'est Wade qui devrait venir témoigner. Non, pas du tout. C'est pas du tout parce que c'est moi qui ai remis l'argent. Sur sa demande. Oui, sur sa demande, oui. Oui. Okay. Mais si on lui demande aussi, il va confirmer parce que ça, c'est la vérité. Moi, je n'ai rien à inventer dans cette histoire-là. C'est ça la vérité. Okay. Voilà. Nous allons rapidement, le président Pape Diop, parler de l'article 80. Aujourd'hui, votre ancien camarade de parti, Samuel Sarr, est en prison pour délit d'offense au chef de l'État. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la suppression ou non de l'article 80. Vous, à quel niveau de lecture vous situez-vous par rapport à cette question? Je suis un peu difficile par rapport à cette question-là. Parce que je commence par le cas Baragaï et d'ailleurs tous les autres qui ont fait l'objet d'arrestation à la faveur de l'article 80, tous les autres par le passé. Hein. Baragaï, par exemple, qui avait déclaré que une catégorie de Sénégalais avait bénéficié de passeports diplomatiques à la place des marabouts qui ont vu leur passeport retiré. Mais tout simplement sur cette... des accusations très graves. Mais pas du tout, parce qu'en ce moment, mais cela aurait dû être prouvé, parce qu'il y avait des marabouts à qui on avait retiré leur passeport. Moi-même, président de l'Assemblée, président du Sénat, à l'époque, j'ai vu mon passeport refusé, mon passeport diplomatique. Alors, c'était une preuve. Ce qu'il avait dit n'était pas faux. Et pourtant, malgré tout, il a été arrêté et retenu. Tout dernièrement, mon frère Samuel Sarr aussi a fait l'objet d'arrestation à la faveur de cet article. Moi, je pense que je suis un peu mitigé par rapport à cet article parce que également, je ne suis pas d'accord parce que quand même le supprime. Vous n'êtes pas d'accord? Le président de la République est une institution. C'est lui qui représente tous les Sénégalais. Et à ce titre, tout le monde lui doit du respect. Oui. Mais cela ne doit pas également pousser le président à abuser de cet article 80. Ce que Samuel a dit sur sa lettre-là, par rapport à l'avocat français et tout, moi je pense que c'est son avis. C'est son avis. S'il sort un document disant que Macky Sall a 100 francs dans une banque, mais ils n'ont qu'à apporter les preuves qui attestent que Samuel Sarr n'a pas dit la vérité. Et c'est fini. Oui. Je crois que l'article 80, les Sénégalais doivent apprendre à être plus responsables. L'article 80 ne sert à rien aujourd'hui, compte tenu du niveau de démocratie du Sénégal. Je crois qu'on aurait dû
supprimer cet article-là. Oui, sauf que là, il y a un flou artistique dû à la double fonction du président de la République. Parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce doit-on s'adresser à Macky Sall, le chef de parti, ou à Macky Sall, président de la République. D'où la nécessité de démissionner de son poste de président de parti. Je pense que le cumul du poste de président de la République et de président de parti, en ce moment, si, par exemple, dans notre... et c'est dans notre constitution, si dans notre constitution, nous avions prévu de ne pas être président de parti, si nous sommes président de la République, on aurait dû laisser l'article 80 donc en place. Mais vous avez raison, il y a un flou à ce niveau-là, étant donné qu'on ne sait jamais quand on s'adresse à Macky Sall, chef de parti, ou quand on s'adresse à Macky Sall, président de la République. Donc, et tout ça, la justice ne tient pas compte de ça, donc souvent, les gens, quand même, ont des difficultés de s'adresser au président, ou en tout cas au secrétaire général de parti. Voilà. Ce même Macky Sall propose le référendum pour la réduction de son mandat. Vous, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous auriez souhaité qu'on passe ça tout simplement par voie parlementaire qui serait moins coûteuse? Non, mais vous savez, la démocratie a un coût. Vous avez vu des velléités par-ci, par-là, surtout de députés venant du camp présidentiel, dire que le président ne devrait pas ramener son mandat à 5 ans. Donc, ce qui est sûr, c'est que on peut même faire une révision par la voie parlementaire et puis, en dessous, demander aux députés de ne pas voter. Étant donné que lui-même est convaincu pour un référendum, moi je suis pour un référendum. Je l'ai dit. Et là, au moins, nous sommes en phase. Le référendum, mais je suis, depuis quelques jours là, je suis un peu sceptique parce que j'ai vu des jeunes de son parti monter au créneau pour fustiger le référendum, et connaissant comment fonctionnent les partis politiques, je suis sûr que ces jeunes-là ont été activés. Ah oui. Oui, mais on sait comment ça fonctionne. Vous pensez que c'est Macky qui tire les ficelles? C'est souvent les jeunes ou les femmes ou les cadres qui montent au créneau pour dire ce que l'on veut pour la suite. Donc, je suis un peu sceptique en ce moment pour le référendum. Je ne crois pas, parce que ces déclarations ne sont pas anodines. Quand un responsable de cette trempe les fait souvent, c'est parce que on lui a demandé de le faire. Donc, jusqu'à présent, on est encore dans un flou total. On ne sait pas si demain, il y aura diminution du mandat ou non. Mais de toutes les façons, même si le président Macky Sall n'honore pas sa parole, c'est devant les Sénégalais, devant l'opinion nationale et internationale. Mais c'est toujours devant les Sénégalais qui vont retourner aux urnes, toujours en 2017, pour les législatives. Et là également, c'est une possibilité de sanctions beaucoup plus lourdes, donc qui attend le camp présidentiel, le régime en place. Donc, par A ou B, des élections auront lieu en 2017. Donc, c'est pas assuré. Dans le référendum, les gens votaient non, par exemple. Mais si c'est ça que je suis en train de dire. Si le Sénégal, dans le référendum, s'il y a un référendum, c'est sûr que les gens vont voter pour la diminution du mandat. C'est pas évident. Mais si c'est à 100%, c'est à 90%. Parce que c'est ce que souhaitent les Sénégalais. Mais si c'est par voie parlementaire et que cette voie est rejetée, ça veut dire que le président Macky Sall va faire 7 ans. Mais je dis, toujours en 2017, s'il fait cela, il y aura les élections législatives. Et là également, ce qui va les attendre est là. Donc, par A ou B, en 2017, il y aura des élections.
qu'elle soit présidentielle ou législative, le peuple est là pour sanctionner. Voilà, merci en tout cas président Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Sénat, ancien maire de Dakar et actuellement vous êtes le président de la convergence libérale démocratique Bokk Gis Gis. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir reçu comme toujours sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie Pierre-Edouard. Donc je profite de l'occasion pour remercier le groupe Walfadjri. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. 1 heure de temps. Oui. You're